Un entrepreneur brillant, très jeune, une boîte exceptionnelle et un scénario qui, sur le papier, ressemble au coup du siècle. Imagine un instant, tu crées une boîte, elle grossit vite, très vite. Tu la vends 15 millions d'euros, avant même 35 ans. Tu touches le pactole, tu changes de vie. Et 2 ans plus tard, on te propose de racheter ta propre boîte pour 1 euro. 1 euro symbolique, dit comme ça ressemble à un conte de fées. C'est le coup du siècle. Sauf que derrière ce 1 euro, il y avait un piège. Un piège invisible. Un piège que beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas voir. Et ce piège va lui coûter des millions d'euros, jusqu'à le ruiner complètement. Bon, Philippe est un consultant hyper compétent dans la finance, la monétique, très exactement. Qu'est-ce que c'est la monétique? Il est consultant dans la monétique, il bosse à la défense pour des grandes banques, il les conseille dans les systèmes d'information, bon, consultant informatique si tu veux, mais spécialisé dans les banques, la monétique, c'est-à-dire tout ce qui est mode de paiement, carte de crédit, terminal de paiement, tous les systèmes de paiement. Donc il traite des sujets qui sont complexes techniquement et il a affaire à des clients exigeants. Au début, il crée sa boîte tout seul, donc il facture, il développe ses missions, tout se passe bien, la croissance démarre très vite et la banque lui demande en fait d'embaucher, de monter en charge, c'est-à-dire de constituer des équipes, de trouver des Philippe bis pour monter des équipes plus consistantes pour répondre à des missions de plus en plus importantes. Donc il embauche un autre consultant, puis 2 autres, puis 3 autres, puis très vite, si tu veux, la boîte elle grossit quoi. Les contrats s'enchaînent, donc en quelques années, si tu veux, il dépasse les 100 salariés, les missions s'enchaînent, il a de plus en plus de clients, dans l'univers toujours bancaire, donc un nombre de clients plutôt limité, avec des très gros moyens, qui discutent pas trop les prix, donc il fait des marges énormes, et son problème à ce moment-là, c'est pas de trouver des clients, c'est de recruter. Donc on est sur un marché en telle croissance que la difficulté, voilà, c'est recruter, former et fidéliser les collaborateurs. D'accord, parce que les banques lui font entièrement confiance. Les banques lui font totalement confiance. Donc la boîte passe de 0 à 120 collaborateurs très vite, hein, ça se fait en 4 ans. Et il anticipe un potentiel retournement de marché. C'est-à-dire qu'il voit que les banques, ça devient un peu plus compliqué pour le marché bancaire, et il se dit, tiens, la monétique, la vague est peut-être à son sommet. Donc à ce moment-là, il décide de vendre. Et très vite, tu as des grosses boîtes de conseil qui marchent par ce qu'on appelle croissance externe, c'est-à-dire qui grossissent, donc c'est l'échelle au-dessus, qui rachètent des petites boîtes, entre guillemets, des boîtes comme ça, alors ça s'appelle des SS2I, Société de services en ingénierie informatique. Et à ce moment-là, tu as un système de concentration où tu as toujours un plus gros qui essaie de te racheter. Donc lui, il lève le doigt, il dit, moi, je suis vendeur, et patch, t'as une grosse boîte de conseil qui arrive et qui lui fait une proposition. Et la proposition, elle s'élève à combien? 15 millions d'euros. Sans négociation? Quasiment pas de négo. 15 millions, moi il m'avait demandé combien valait la boîte. Vu les ratios, j'avais dit entre 8 et 10, et lui il m'annonce, le deal va se faire à 15 millions. C'est énorme, je suis stupéfait, j'ai un peu honte de lui avoir dit 8 millions, parce qu'il a été capable de proposer et d'encaisser le double. Du coup, il vend sa boîte ou il la garde? Donc ça se fait très vite. Si tu veux, en 2 mois, en combien de temps il a vendu? Ça s'est fait très vite. En moins de 2 mois, c'était signé. Donc il a touché le jackpot très jeune. Ouais. Voiture de sport, putain, tout ce qu'il a fait, c'était fou. Qu'est-ce qu'il fait de ces 15 millions? Il achète un hôtel particulier à Neuilly, un chalet à Val d'Isère, un bateau en Corse et des voitures de sport. Est-ce qu'il reste dans la société quand même ou il est complètement sorti? Et lui, il reste dans la société pour accompagner la transition. Donc pendant 2 ans, les acheteurs lui demandent d'être là et même de racheter d'autres sociétés. Donc il les aide à continuer à acheter. C'est le mercato, on rachète. Et lui, d'acheter, il devient acheteur, en plus de sa boîte qu'il a à gérer. Donc si on le regarde de l'extérieur, on peut dire qu'il a réussi sa vie, il a bien réussi. C'est stupéfiant, tu vois. À l'époque, c'était dans les années 2000. Le mec, 35 ans, la vie devant lui, le compte en banque bien garni. Tu vois, tu te dis, personne ne va l'arrêter. Le mec est vraiment brillant. Une capacité à convaincre hors du commun. Très calme, très posé, très humble, très discret, très efficace. Donc 2 ans plus tard, la conjoncture change. Le marché de la monétique se retourne, les clients coupent les budgets, les missions sont plus difficiles à vendre, et là, c'est plus un problème de recrutement, ça redevient un problème de trouver des clients. Dans les SS2I, dans le conseil, tu as toujours soit un problème commercial, c'est-à-dire trouver des clients, soit un problème de recrutement. Il n'y a jamais un équilibre entre les deux, donc c'est soit trop de croissance, soit trop de ressources humaines qu'il faut placer. Et donc c'est cyclique, et là on est en fin de cycle, et il va y avoir le retournement de marché. Et est-ce que l'acheteur il essaie de sauver la boîte, ou il laisse... Donc l'acheteur il a des gros moyens, et il veut pas trop licencier, il pense que la conjoncture va reprendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il garde les équipes en place, sauf que
au lieu d'être chez les clients, elles sont au bureau, ce qu'on appelle en intercontrat. C'est-à-dire qu'elles bossent sur des projets internes de la boîte. Donc il y a un salaire d'un côté, mais il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc à ce rythme-là, les réserves financières de la boîte, elles fondent. Et pire, il faut commencer à injecter de l'argent pour payer les salaires tous les mois. Et c'est ce que fait l'acheteur. Il injecte 100 000, il injecte 200 000, il injecte 500 000, 1 million, 2 millions, 4 millions. Et puis au bout d'un moment, comme le marché ne se redresse pas, l'acheteur lui-même, il se dit, il faut que je stoppe l'hémorragie. La conjoncture s'améliore pas. Et là, coup de théâtre, les mecs appellent Philippe, ils lui disent, si tu veux, on te revend la boîte 1 euro. Là, le Philippe, il n'en croit pas ses oreilles. Il se dit, la boîte que je leur ai vendue il y a 2 ans, 15 millions, je la rachète aujourd'hui 1 euro. Il m'appelle, il m'annonce ça, il est fou de joie, j'en reviens pas moi-même. C'est le coup du siècle. C'est le coup du siècle. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est en apparence ou... Non, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, dans mon histoire, dans mon expérience d'entrepreneur, si tu veux, j'ai un copain qui avait fait le coup en Angleterre, c'est-à-dire le mec avait vendu sa boîte, racheté 1 euro et revendu une deuxième fois. Et je lui avais raconté cette histoire, si tu veux, qui nous fascinait tous les deux. Je disais, putain, une histoire comme ça, c'est une histoire de fou. C'est la triple réussite. Tu vends, tu rachètes 1 euro, tu revends. Magnifique. Et lui, il était en train de le faire. Donc il était tout content de me dire, Xavier, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Bon, à ce moment-là, ouais, il rachetait 1 euro. Donc là, on était euphorique. Moi, j'étais content pour lui. Lui, il était fou de joie. Il annonce ça aux équipes. Sur le moment, tout le monde applaudit. Dans les acquisitions comme ça, t'as des auditeurs qui arrivent, t'as des discussions, t'as des transactions. Moi, je suis expert comptable de la boîte, donc c'est plutôt un boulot d'avocat si tu es à ce stade-là. Et donc, les avocats négocient. Et puis là, en fait, l'avocat, il est plutôt des deux côtés. Il est un peu à cheval, comme tout le monde se connaît. Si tu veux, il trouve un avocat qui rédige les trucs un peu à la va-vite. Mais moi, je connais les comptes. Et il y a un truc que j'ai pas oublié, c'est que ils ont injecté 4 millions d'euros. Et que là-dedans, cette bête de 4 millions d'euros, va falloir la traiter. Donc je lui dis, les 4 millions d'euros, qu'est-ce qu'ils en font? Et il me dit, pas de souci, l'avocat va s'en occuper. Oui, l'avocat s'en a occupé. Voilà, un truc comme ça, il me dit. Et j'insiste. Je lui dis, attends, fais gaffe à ces 4 millions d'euros. Parce que s'ils en parlent pas, va falloir les payer. Donc je lui dis, avant la signature, s'il te plaît, regarde ça, parle-en à l'avocat. Prenez le temps de regarder ce qui est devenu le compte d'associé. On était le mardi, il signait le mercredi. Moi, j'étais pas arrivé à avoir les actes. Tu vois, l'avocat, il gardait le truc dans son coin et je suis pas arrivé à relire les actes avant la signature. Donc le mardi soir, je l'ai au téléphone, je me souviens, j'étais dans ma voiture, je lui dis, fais gaffe Philippe, fais gaffe, histoire du compte courant. Il m'entend, il m'écoute et je me dis, c'est bon, il a compris. Il me dit, ouais, t'inquiète pas. Le lendemain après-midi, il m'appelle, il me dit, ça y est, c'est signé. Champagne. Bon, moi je veux pas être rabat-joie, mais je lui replace le truc. Et comment vous avez traité le compte courant d'associé? Et il me donne une réponse vague. Il me dit, écoute, c'est l'avocat qui s'en est occupé. Je sais plus comment on l'a traité, mais il s'en est occupé. C'est pas bon ça. Parce que du coup, il a racheté la boîte 1 euro. Mais s'il y a les 4 millions à traiter, la boîte elle vaut pas 1 euro du coup. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Le fait qu'il me donne pas une réponse claire en me disant oui, voilà, les 4 millions, comment ils ont été traités, ça augure mal de la suite. Parce que ça veut dire que ça n'a pas été traité. Et si ça n'a pas été traité, il va falloir les payer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un deal comme ça, tu rachètes la boîte 1 euro. Tu as les actions de la boîte. Les actions, c'est ce qui définit, en effet, c'est le titre de propriété de la boîte. Tu peux les racheter 1 euro. Mais si, dans la boîte, il y a une dette de 4 millions d'euros vers l'ancien propriétaire, et que l'ancien propriétaire, il dit rien, ça veut dire que la dette, elle suit le nouveau propriétaire de la boîte. Il va falloir qu'il les paye les 4 millions d'euros. Et c'est ce qui s'est passé. Il a acheté 1 euro les parts, mais il a embarqué 4 millions d'euros de dette avec. Et le marché, il se redresse ou pas? Bon, donc déjà, si tu veux, quand je m'aperçois du truc, bon, je comprends qu'il n'y a plus rien à faire, c'est signé. Donc ça sert à rien de lui dire, je te l'avais dit. Il me dit, bon, oui, non, mais t'inquiète pas, on va étaler ça, je vais négocier avec un échéancier, puis le marché va se redresser. Le mec c'est une de ses forces, il est hyper optimiste. Il a toujours été optimiste. Donc il est persuadé que ça va se redresser, qu'on va toucher le fond. Sauf que, non. Donc, le marché se redresse pas. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait pour payer les dettes? Parce que les mecs commencent à lui dire, Coco, tu nous dois 4 millions maintenant. Donc, lui, il est coincé, il n'y a pas d'argent dans la société, il prend dans les 15 millions de sa première vente. Et pour payer les 4 millions, voilà, il commence à pomper. Mais en payant les 4 millions, c'est quelque part, il paye les pertes d'avant, les pertes faites avant le rachat. Là, la boîte, elle continue à creuser. Donc, rapidement, il faut remettre par coût de 200 000 euros. Et donc là, il prend dans sa poche à lui. Et il va mettre comme ça, très rapidement, en moins d'1 an, 2 millions d'euros supplémentaires. Donc 1 an après avoir racheté les parts 1 euro, il a déjà remis 2 millions d'euros. Et il a payé les 4 millions. Donc il a perdu 6 millions en tout. 6 millions. Donc là, si tu veux, l'ambiance commence à changer. Il commence à me dire, bon,
comment on fait? Et là, la seule solution que j'ai pour lui, c'est de lui dire, écoute, faut licencier. Il me dit, pas question, parce que les mecs sont hyper bons, c'est de l'or, j'ai eu beaucoup de mal à monter les équipes, etc. On va les mettre en intercontrat, on va faire de la R&D, on va trouver. Donc, il continue à payer. Je me souviens qu'on était allé négocier avec l'URSSAF, avec l'État, etc. Donc, l'URSSAF et l'État pour la TVA, ils ont dit, ok, on met des échelonnements, mais vous êtes caution. Si jamais la boîte ne peut pas payer, c'est vous qui allez payer. Et là, il re-signe pour 2,5 millions de caution. Tu vois le truc? C'est tout à son honneur. 4 millions aux anciens. 4 millions aux anciens propriétaires. 2 millions remis en cash, plus 2,5 millions de caution perso. On en est à 8,5 millions là. Donc ça se redresse pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déclare la boîte en cessation des paiements pour faire un redressement judiciaire. C'est-à-dire geler les dettes et étaler ça sur plan de continuation, tu peux étaler ça jusqu'à 10-12 ans. On se met en redressement judiciaire avec un échelonnement de la dette, sauf que très vite, il n'arrive même pas à payer le plan. Donc là, ça devient très compliqué. Qu'est-ce qui passe en liquidation? Sa femme l'empêche de remettre au pot, donc ça part en liquidation. Ils vendent les actifs de la boîte, c'est-à-dire principalement le fonds de commerce, les clients, tout ça. Ils embarquent les équipes. Il reste de quoi payer une partie de la dette URSSAF, TVA, mais pas grand-chose, et ça part en liquidation. Donc bilan de l'opération, ce que je te disais, 4 millions de comptes courants, 2 millions de remise au pot de son argent perso, 2,5 millions de caution que finalement il a dû payer à l'URSSAF sur les dettes de l'URSSAF et la TVA. Ça fait 8,5 millions, plus 1 euro. Il est quasi ruiné. Donc il revend l'hôtel particulier à Neuilly et le coup du siècle devient une catastrophe. Il a gardé malgré tout le chalet à Val d'Isère. Et il a fait aucune autre erreur de gestion? Non, mais il aimait les voitures de sport. Et comme il aimait beaucoup les voitures de sport, il en avait acheté 5 qu'il avait mis sur la société. C'est pas ça qui a fait couler la société, mais au moment de la liquidation, ça n'a pas aidé son cas. Donc le liquidateur, il a vu ça, il lui a dit on va pas lui faire de cadeau. Même si, encore une fois, la chute n'était pas due aux voitures de sport. Mais bon. Oui. C'est l'histoire. Cette histoire, elle est hyper intéressante pour une raison simple. C'est que Philippe, il n'a pas fait une erreur de gestion, il n'a pas fait une erreur d'analyse de marché, il n'a pas fait d'erreur de timing, il a fait une erreur juridique et financière. Et cette erreur, elle tient en une seule phrase. Quand tu rachètes une société, fais toujours attention au compte courant d'associé. Toujours. Parce que le compte courant d'associé, c'est pas un détail comptable, c'est une dette. Et une dette, quelqu'un doit toujours la payer. Ce que Philippe n'a pas fait et qu'il a payé très cher, quand tu rachètes une boîte 1 euro, tu dois te poser une seule question. Ok, mais qu'est-ce que je rachète vraiment? Parce que dans son cas, le prix affiché était de 1 euro, c'était le prix de l'action, le prix des actions. Mais le vrai prix, c'était les 4 millions d'euros. Pourquoi? Parce que l'acheteur avait injecté de l'argent sous forme de compte courant d'associé, et tant que ce compte courant n'est pas abandonné définitivement ou cédé, il reste à payer, même si la boîte va mal, même si elle est en redressement et même si elle est mise en liquidation. Et le pire pour certains, c'est que parfois le compte courant, il apparaît pas dans les comptes. Pourquoi? Parce que il peut y avoir un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a le compte courant, il décide de le supprimer des comptes, de le sortir des comptes, mais si la boîte va mieux, ou le jour où elle ira mieux, qu'elle refera des bénéfices, à ce moment-là, la loi lui permet de ce qu'on appelle reconstituer son compte courant d'associé, c'est-à-dire ressortir son compte courant d'associé et demander à se le faire rembourser. Donc, c'est une des rares exceptions, si tu veux, aux règles du code de commerce qui définissent les règles comptables, c'est que normalement, toutes les dettes figurent dans les comptes. C'est obligatoire, c'est vraiment un principe de base de la comptabilité. Pour la bonne communication financière, évidemment que les dettes doivent apparaître au bilan. Bon, ça c'est vraiment indispensable, ou parfois dans l'annexe des comptes. Et là, avec cette technique des abandons de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune, ça te permet d'alléger les dettes de ta société pour améliorer sa santé financière et justement lui redonner un bol d'air en cachant une partie de ses dettes. Donc c'est une technique qui est à la fois faite pour aider les entreprises, mais qui a été beaucoup utilisée à une certaine époque, à la fin du XXe siècle, pour faire des montages hyper foireux, si tu veux, qui faisaient que les gens rachetaient des boîtes et puis découvraient après que il y avait des dettes qui avaient été masquées. C'est la technique de l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune. Et du coup, quand tu es racheteur, avant le rachat, tu n'as aucun moyen de savoir que ces dettes ont été cachées. Donc lorsque tu rachètes, évidemment, tu le demandes par écrit au cédant, et puis tu documentes bien sa réponse, et puis en plus de ça, dans l'acte de rachat, tu stipules qu'il n'y a aucune clause d'abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune, il n'y a pas de dettes qui sont hors celles qui figurent dans les comptes. Voilà. Donc c'est assez basique, mais si tu fais pas ça,
tu t'exposes à cette très très mauvaise surprise. Donc il faut être bien conseillé. Pour éviter ça, il faut être bien conseillé. Sinon, tu ne le vois pas venir. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. L'avocat a piloté le dossier de A à Z, mais l'avocat, c'est pas un financier, c'est pas un expert comptable. Et résultat, Philippe n'a pas été protégé. La leçon à retenir, si jamais un jour tu rachètes une société, quelle que soit sa taille, tu fais toujours attention au compte courant d'associés. Et tu formules noir sur blanc soit un abandon total de compte courant, soit un échelonnement du remboursement dans le temps sur 5 à 10 ans, soit une cession avec si possible un abandon partiel. C'est-à-dire tu rachètes le compte courant mais à une valeur inférieure à son montant initial, avec un rabais de 30 à 50%. Okay. Sinon, ce que tu crois être une opportunité peut devenir la plus grosse erreur de ta vie. Philippe pensait avoir fait le coup du siècle. Résultat, il s'est retrouvé pris à la gorge. Il a dû vendre son hôtel particulier et il a perdu des millions. Et c'est exactement pour ça que je te raconte cette histoire, pas pour te faire peur, mais pour que tu comprennes une chose essentielle. Dans une création, une cession ou une reprise de société, tu ne peux pas te permettre d'être mal accompagné. Une structure mal pensée, un détail mal négocié, un point ignoré au moment du closing dans une opération de rachat, et ça peut te coûter 1 million, 4 millions et parfois beaucoup plus. Si aujourd'hui tu es dans une de ces situations, tu crées ta société, tu rachètes une boîte, tu restructures ton business, ou tu veux sécuriser ce que tu as déjà construit, alors franchement, Legal Place, c'est un réflexe de bon entrepreneur. Pas parce que c'est pratique, mais parce que ça t'évite de faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Legal Place, c'est pas juste un site pour créer une boîte. C'est une plateforme qui t'accompagne avant, pendant et après. Concrètement, tu crées ta société proprement, sans statut générique bricolé, tu choisis la bonne structure juridique en fonction de ton projet, pas un modèle standard. Tu évites les pièges classiques, mauvais statut, mauvaise décision irréversible ou mauvais montage. Et surtout, tu signes jamais quelque chose que tu comprends pas. Que tu veux créer une SASU, une SARL, une holding, une SCI ou gérer une opération plus complexe, tu n'es pas seul face aux décisions. Et la comptabilité, c'est souvent ce que les entrepreneurs repoussent. Mais la réalité, c'est que c'est aussi là que tu peux gagner ou perdre des milliers d'euros. Avec Legal Place, tu peux aussi être accompagné sur ta compta de manière simple et claire. Une appli pour tout gérer en quelques clics, un conseiller dédié pour suivre ta boîte et optimiser ta fiscalité tout au long de l'année, et de vrais experts comptables comme moi pour t'accompagner dans les opérations sensibles. Pas de surprise, pas de décision prise à l'aveugle, pas de mauvaise surprise dans ton parcours d'entrepreneur. En résumé, un seul endroit, une seule équipe et un business propre, conforme et structuré dans le temps. Tu gagnes du temps, tu sécurises ta boîte et ton patrimoine et tu dors beaucoup mieux. Si tu veux passer à l'action maintenant, tu veux profiter d'un avantage immédiat, avec mon code Xavier15, tu auras moins 15% sur les services Legal Place. Le lien est juste en dessous, en description et dans le commentaire épinglé. N'hésite pas à cliquer.